Et c'est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct chaque jour sur Bismart. À la mi-journée, 12h30, 13h et le soir, la grande édition pendant 1 heure à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, les secousses turques qui marquent ce début de semaine sur les marchés. La lire turque s'effondre à nouveau après le limogeage à nouveau du patron de la Banque centrale turque ce week-end. Il s'agit du 3e limogeage du dirigeant de la Banque centrale du pays en moins de 2 ans. On sait que Recep Tayyip Erdogan a une approche assez hétérodoxe de la politique monétaire. Le patron de la Banque centrale, limogé donc depuis ce week-end, avait décidé d'une hausse de 200 points de base de ses taux directeurs vendredi pour tenter de contrôler une inflation à 2 chiffres dans le pays. On voit les valeurs turques évidemment qui sont les premières affectées. La bourse turque est en baisse marquée aujourd'hui. La lire turque s'est effondrée de plus de 10% contre dollar notamment. Et puis on voit quelques vagues qui se diffusent à l'Europe, notamment à travers le secteur bancaire. Le marché a bien identifié d'ores et déjà les grandes banques européennes qui sont le plus exposées à la Turquie, quand bien même celles-là sont couvertes, on va le dire, généralement du risque turc. Mais on voit par exemple le titre de BBVA en Espagne qui dévisse assez fortement aujourd'hui. La semaine sera marquée par de nombreuses enquêtes de conjoncture, des enquêtes nationales, régionales aux États-Unis également, et puis les grandes enquêtes Markit réalisées auprès des directeurs d'achat pour le mois de mars. La publication aura lieu pour les enquêtes Markit ce mercredi. Ce sera donc intéressant de prendre le tempo de l'activité au mois de mars. On devrait garder quand même cette dichotomie, ce schéma de dichotomie entre une activité industrielle, manufacturière qui s'en sort bien, voire très bien, et une activité de service qui est encore fortement contrainte, notamment en Europe. On parlera de tous ces sujets avec nos invités dans un instant. Et puis le plan de trading, évidemment, comme chaque lundi à la mi-journée pour démarrer la semaine avec les équipes de Bourse Direct. Et des marchés européens qui évoluent sans véritable tendance et qui se montrent toujours assez résilients à mi-journée en Europe. Le résumé complet, c'est avec Alix Nguyen depuis la salle de marché de Bourse Direct. Le CAC 40 poursuit son repli à la mi-journée, une ouverture dans le rouge avec en filigrane un événement perturbateur pour le marché des changes, celui en Turquie de Recep Tayyip Erdogan qui a pour la 3e fois depuis mi-2019 limogé le gouverneur de la Banque centrale du pays. Un limogeage qui fait suite à un important relèvement du principal taux directeur par la Banque centrale, une mesure de lutte contre l'inflation saluée par les marchés, décision qui a fait s'effondrer la livre à l'ouverture de la bourse ce lundi. Vendredi, Wall Street a pour sa part clôturé en ordre dispersé. Wall Street pénalisé par la décision de la Fed de mettre fin à l'exemption accordée aux banques en matière de réserves obligatoires. Cette semaine, Jérôme Powell s'exprimera à 3 reprises, à commencer par une première allocution aujourd'hui à 14h. Sur le front des vaccins AstraZeneca, les tensions augmentent sur le plan politique. Entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, l'Europe pourrait bloquer les exportations. Et puis en Asie, le Nikkei recule de plus de 2% en clôture dans le sillage des valeurs cycliques qui font les frais d'interrogation sur les perspectives de croissance en Europe à l'heure où plusieurs pays ont durci les restrictions sanitaires. S'agissant des statistiques, 2 indicateurs attendus aux États-Unis aujourd'hui, l'indice de la Fed de Chicago et les chiffres de l'immobilier ancien. Il faudra aussi être attentif au cours du pétrole après une semaine très agitée, tout comme les marchés obligataires américains qui donnent en ce moment le ton sur les marchés. Du côté des valeurs, enfin, nouveau rebondissement dans la saga Veolia-Suez. Hier, Suez s'est dit prêt à proposer une solution négociée à Veolia. Suez évoque une base de 20 € par action au lieu de 18 € proposée par Veolia dans son offre. Une offre à une condition, la reprise de certaines de ses activités par un consortium réunissant les fonds Ardian et GIP. Suez qui affirme donc avoir reçu une offre de ces derniers, le tout pour près de 12 milliards d'euros. Une initiative que Veolia s'est empressé de décliner, affirmant ne pas être intéressé par le démantèlement de Suez. Le groupe industriel Legrand a annoncé vendredi la signature d'un contrat avec un prestataire de services d'investissement pour le rachat d'un maximum de 1,2 million de titres sur une période allant du 22 mars au 21 mai 2021. Terradia, quant à lui, a fait part d'une perte opérationnelle de 600 000 € en 2020. Enfin, les valeurs automobiles européennes pourraient souffrir après l'incendie d'une usine du fabricant de puces japonais Renesas Electronics, événement qui vient nourrir les craintes d'une aggravation de la pénurie des puces qui affecte déjà les constructeurs automobiles.
Alex Nguyen qui nous accompagne aujourd'hui en fil rouge tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Direct. Et comme chaque lundi à la mi-journée, c'est Romain Dobré qui est à mes côtés en plateau, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct pour le plan de trading de la semaine. Bonjour et bienvenue Romain. Bonjour Hugo. Lendemain d'échéance trimestrielle, enfin l'échéance avait lieu vendredi, on repart, j'allais dire pour un nouveau mois, un nouveau trimestre boursier. Vendredi, vous étiez plutôt prudent, j'allais dire, sur la dynamique de court terme en tout cas pour les indices actions un peu partout dans le monde. Est-ce que vous confirmez cet appel à la prudence? Je ne veux pas utiliser un mot trop fort, Romain. Je vous laisse qualifier votre état d'esprit et ce que vous observez sur les marchés en ce début de semaine. C'est le mot qualificatif. Prudence, c'est le mot qualificatif. Effectivement, les marchés se retournent rarement d'un coup. Et donc, il faut déjà un temps d'arrêt. On va voir comment se déboucle cette période. Mais effectivement, on arrive déjà avec des records. Je les rappelle, mais quand même, ils sont quand même assez significatifs. 5 échéances d'affilée clôturées en hausse sur les marchés dérivés. Donc, depuis le mois d'octobre et jusqu'en mars, on a gagné 1100 points sur le futur CAC 40 et on a établi ce record de 5 échéances de hausse d'affilée. C'est ce qu'on n'avait pas vu depuis 2013. Donc, ça donnait des proportions d'un rebond. Alors, évidemment, on revenait de loin, mais c'est quand même une session importante. Il faut au moins marquer le pas. Manifestement, l'indice veut souffler. Alors oui, des signaux de prudence marqués par le fait qu'on, toujours du côté des marchés dérivés, on arrive avec un intérêt sur le futur CAC 40 qui est relativement un peu plus important, qui n'est pas très important par rapport à la moyenne, environ 270 000 contrats futurs ouverts. C'est pas beaucoup, mais c'est un peu plus que précédemment, et avant un mouvement de baisse. Donc, peut-être un petit peu de pression baissière cette fois-ci, mais ce qu'il faut regarder surtout, c'est plus difficile à lire parce que ça s'est joué pendant la semaine d'échéance des marchés dérivés. En revanche, ce qu'il faut voir surtout cette fois-ci, c'est la grosse complaisance qu'on peut noter du côté des options. On était très couvert depuis mars dernier largement, et on notait en septembre, par exemple, pour l'échéance suivante, donc les majeures de décembre, de la couverture toujours à 3 mois. Et là, on arrive à la fin de cette échéance de mars où on était prudent, on était couvert, il y avait un peu de plus de légèreté, on va dire, de la part des investisseurs, un peu moins de protection. Et là, on est arrivé en avril avec pas beaucoup de couverture. Vendredi, ça s'est un peu renforcé, mais on a un ratio de couverture qui se joue autour de la monnaie. C'est toujours là où on regarde la position put-call autour de la monnaie, c'est-à-dire autour de la valeur du CAC 40 actuel, qui est de 1 pour 1. Ça veut dire on n'a plus le niveau de couverture qu'on connaissait précédemment, qui était de 2, 3, 4, avec même plus par moment, et alors qu'on est sur des points hauts. Donc, il y a un niveau de complaisance qui augmente. C'est ça, Romain. Alors, il y a aussi le fait que comme on est haut, il est moins utile pour les investisseurs de se couvrir dans la mesure où ils ont utilisé leur liquidité. D'une part, ils ont besoin de leur cash, qu'ils sont prêts à accepter un retracement du marché pour se repositionner éventuellement. Ça joue aussi. Mais il y a quand même plus de complaisance, et ça, on le voit jusqu'au mois de juin, où c'est carrément complaisant cette fois-ci. Il n'y a pas de couverture. Et on le voit sur un indice comme le S&P ou sur la position globale sur actions sur les indices américains, qui est très très complaisante aussi. Donc ça, c'est à 3 mois. Donc, pour l'instant, dans l'immédiat, il n'y a pas de grosse alerte majeure. Il n'y a pas de structure de retournement pour déclencher un mouvement de baisse. En revanche, on va le voir, il y a effectivement des figures, des indices qui arrivent à des niveaux cibles, qui ont besoin de prendre du bénéfice. Alors, on a vu, vous parliez du Nikkei qui perdait... un peu partout dans le monde. Quand on regarde techniquement les grands indices mondiaux, on peut regarder le Nikkei, effectivement, au Japon, ou d'autres indices aux États-Unis. On voit que tous ces grands indices arrivent sur des niveaux techniques importants. C'est ça Tous ou presque. On a le DAX qui a franchi des niveaux techniques importants. L'Eurostoxx bute sur un niveau technique. Donc, on le voit ici. Mais le Nikkei, c'est un graphique mensuel. On voit très bien le canal haussier de long terme en violet, avec la duplication du trading range précédent, 18 138, 24 180, pour aller chercher cette cible à 30 140 qu'on avait proposé au mois de décembre dernier. Donc, c'est un marché qui est très technique, très propre, et qui va en plus chercher le haut de son canal, qui bute dessus. Donc, la baisse, pour l'instant, elle est technique. Il n'y a rien de plus méchant dans l'immédiat, mais on voit que ce sont des niveaux à surveiller. Alors, ces canaux, le Dow Jones, le Nasdaq évoluent aussi à l'intérieur. Ils les ont largement débordés, le S&P aussi. Donc, c'est pas une zone infranchissable, mais ça marque le pas. Le Dow Jones, il lui a fallu plus d'un mois avant de réussir à le franchir. Donc, on a au moins, dans l'immédiat, une forme de pause qui se met en place. Ouais, bon. On l'observe. Alors, vous citiez le Nasdaq. Où est-ce qu'on en est du Nasdaq? C'est l'indice qu'on surveille, évidemment. L'indice américain qui est un peu sous pression avec le phénomène de remontée des rendements obligataires.
Oui, exactement. C'est lui qu'il faut surveiller, à mon avis, de près. C'est pour ça que je voulais proposer cette semaine, cette fois-ci en hebdomadaire. On distingue maintenant un canal haussier de moyen terme que vous avez en noir ici, et puis surtout un trading range avec des bornes qui sont très très bien marquées, très bien respectées. On avait évoqué la semaine dernière 13 294 points comme point haut et éventuel retournement. On voit nettement que l'accélération haussière a buté dessus et qu'il y a eu un retournement, une reprise de la main par les vendeurs avec un contre-pied important. Donc pour l'instant, c'est plutôt une bougie d'indécision, là où elle se situe. On défend des niveaux, la zone donc 12 760, 12 530, mais il va vraiment falloir donc observer l'évolution du Nasdaq qui, à mon avis, va donner là pour le reste des autres indices, ou en tout cas être la mesure du reste du marché. Pour l'instant, il tient bien ce matin, il est plutôt en hausse, le futur Nasdaq. Le futur gagne quasiment 1%. Mais on a des niveaux d'alerte, donc 12 210, ce ne serait pas bon du tout. On casserait cette dynamique haussière de moyen terme, donc qui est quand même en place depuis plusieurs mois maintenant. Mais l'enjeu, c'est quoi, Romain? C'est savoir si le Nasdaq peut apporter un nouveau relais au marché. On sait que c'est l'indice qui a sous-performé par rapport au Dow Jones, beaucoup plus cyclique, beaucoup plus industriel. Et dans la séquence suivante, c'est de savoir si le Nasdaq peut apporter à nouveau un souffle au marché. C'est ça, exactement. Effectivement, cette rotation qui pourrait se produire à nouveau et ce rééquilibrage. En fait, le Nasdaq a cette fois-ci baissé alors que les autres avaient progressé. Et effectivement, c'est là d'où il faut pour que les marchés puissent continuer à monter, il faut qu'ils le fassent de façon harmonieuse. On sait que le Nasdaq est plutôt un indice précurseur. Si lui a du mal à remonter, ça va être difficile pour le reste de l'économie de progresser et des indices de progresser plutôt. Et donc, voilà, on va surveiller ces niveaux. Sous 13 294, il y a une petite faiblesse et on voit quand même cette succession de bougies rouges. Il y a un marché qui a du mal dans l'immédiat. Donc, trading range, pour l'instant, on n'a pas de signaux de baisse. En revanche, sous donc 12 760, première alerte très courte. 12 530, ce serait pas génial. Et vous voyez ce canal à surveiller. Et puis surtout l'alerte sous 12 210 qui déclencherait un mouvement plus gênant. Bon, le Nasdaq, évidemment, à surveiller comme le lait sur le feu. Sur la partie cyclique, intéressant aussi de regarder ce que font et ce que vont faire les matières premières désormais, parce qu'on a eu quand même un gros sell-off sur le pétrole. C'était dans la nuit de jeudi à vendredi, jeudi soir. C'est ça, on a vu les cours du brut perdre jusqu'à 10% et plus à certains moments. Voilà. Alors, vous allez avoir le graphique. Alors, il y a plusieurs choses qui sont à dire sur ces graphiques et sur le fonctionnement du marché en ce moment. Alors, 10%, c'est vrai que c'est impressionnant, c'est beaucoup sur le pétrole, mais il faut voir que le marché va beaucoup plus vite en ce moment, globalement. Et ça, c'est un phénomène à observer d'une façon générale. Les mouvements sont brutaux. On a perdu 10%, mais dans un mouvement qui avait quand même pris 106% depuis le mois de novembre dernier. Donc, c'est à relativiser aussi. Et puis, on voit qu'il a buté sur une zone cible qui était très bien marquée par la structure de retournement qui est marquée par la grande flèche bleue en continu qui est en bas du graphique, et c'est une structure qu'on appelle une structure en tasse et anse. Vous ferez la tasse et la anse à côté. Quand on la déborde, on peut anticiper d'aller doubler cette structure par le haut et d'atteindre en plus un niveau de résistance 71,60, 73,95. Donc d'aller buter sur ce niveau-là et de s'arrêter un peu, c'est assez normal. Et compte tenu de la progression qu'on a connue avant, on ne s'était pas vraiment ému de la progression de la bougie précédente qui était quasiment équivalente. Donc les mouvements de baisse sont toujours psychologiquement plus durs à supporter, et plus marquants, mais la progression était gigantesque aussi. Donc pour l'instant, c'est encore un élément de pause, mais la zone 64,40 est un niveau à surveiller. Il y a un intermédiaire à 61,05 sur lequel on a rebondi. D'ailleurs, on voit qu'il y a un rebond violent dessus sur ce niveau-là, à 71,05 en fin de semaine. Pour l'instant, ça se tient, mais un coup d'arrêt, effectivement, de plus dans la tendance. Et effectivement, c'est un des drivers pour les marchés. Oui, un pétrole qui ne fait pas grand-chose. Là, il y a eu un petit coup d'arrêt, effectivement, un gros coup d'arrêt, comme vous le montrez. Si on regarde plus globalement la classe d'actifs matières premières, Romain, qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors, je vais regarder à nouveau ce graphique de l'indice CRB, parce qu'il a atteint et il a franchi une ligne de tendance baissière de long terme. Elle est active depuis plus de 10 ans. On a réussi à la déborder. Alors là, c'est la reproduction d'un tracker sur le CRB. Donc c'est pour ça que les chiffres et les niveaux que vous voyez sont des niveaux sur le tracker. Mais le niveau de 14,96 est un niveau intermédiaire, mais qui a été débordé. On voit bien cette oblique violette sous laquelle on bute depuis donc plus d'une dizaine d'années, qui a été atteinte, débordée, et sur lequel l'indice marque le pas aussi. Donc on voit bien qu'on est en présence d'un mouvement fort de long terme. On avait déjà regardé ce CRB. On voit que c'est un mouvement de long terme, un mouvement fort, mais il y a beaucoup de résistance devant, et puis le besoin de consolider après une progression importante aussi. Donc c'est un cas qui se reproduit un peu partout et qui confirme que
il y a une pause très probable à venir, au moins dans les séances qui viennent. Ouais, bon, et comment est-ce que tout ça peut se traduire pour notre bon vieux CAC 40 ? Romain, je le disais, on avait l'échéance trimestrielle vendredi dernier, donc on peut regarder le CAC avec cette vue trimestrielle pour essayer de regarder à peu près l'état des lieux de la situation, Romain. C'est ça, c'est bien de dézoomer un peu. Ouais. On avait vu le CAC 40 avec les dividendes réintégrés, inclus, et on voyait qu'on touchait la borne haute du canal de long terme. Là, je vous propose le graphique du futur CAC 40 trimestriel, parce qu'on voit qu'il évolue aussi au sein d'un canal, très nettement, depuis 2011, et qu'il a encore un petit peu de potentiel à l'hausse éventuellement pour aller chercher le haut de ce canal. C'est ce qu'on va essayer d'observer. C'est pour avoir une photo un peu plus optimiste aussi, pourquoi pas. Il n'y a pas de figure de retournement dans l'immédiat, donc on peut peut-être encore aller chercher des cibles un peu plus hautes sur l'indice CAC 40. Et donc il y a ces niveaux-là qu'on va surveiller, qui sont intéressants. On va aller voir sur le graphique d'horizon de temps inférieur, le futur CAC en 14 heures qu'on regarde toutes les semaines. Ouais. Et on retrouve cette oblique violette en haut, qui correspond à 6271 points. Alors c'est une résistance intéressante et donc une extension possible, ça en cas de débordement. On envisage toujours en analyse graphique des scénarios. Pour l'instant, aller chercher ces niveaux-là, ça paraît très compromis, en tout cas à court terme. On constate donc sur l'indice CAC 40 qu'on évolue au sein d'un canal haussier de moyen terme aussi, qui est actif depuis février. Il a été bien défendu en bas plusieurs fois. On s'est approché de la borne basse ce matin sans la tester ni la rompre pour l'instant. Donc on va surveiller ces niveaux-là. C'est plutôt un signe d'harmonie des prix, un CAC 40 qui évolue comme ça. Moi, j'y vois dans l'immédiat un trading range 5889 points, 6081 points et demi, qui était le plus haut de la semaine dernière, avec une médiane. Ça, c'est toujours important, la médiane, 5994 et demi. On s'articule autour de ce niveau-là. C'est un niveau important. On va être plus haussier ou baissier selon qu'on évolue au-dessus ou en dessous de cette médiane. Et en fonction de la rupture de ce trading range, on peut aller chercher des extensions plus hautes ou plus basses. Donc, avec des alertes de court terme, 5889 et alertes de moyen terme, 5672 points. L'idée d'un point haut temporaire, on peut dire ça, Romain, c'est un peu possible. La conclusion, c'est bien possible. La conclusion de cette analyse et de cet état des lieux techniques qu'on fait avec vous chaque lundi à la mi-journée pour démarrer la semaine. Merci beaucoup, Romain. Romain Daubry, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Bon, et on poursuit notre analyse de marché avec Frédéric Ducrozet qui est avec nous en visioconférence depuis Genève, stratégiste global macro de Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue Frédéric. Commençons avec la Turquie qui est un sujet récurrent. Alors pour les vétérans de marché, ça n'est sans doute pas une surprise, mais on voit à nouveau le pouvoir turc, Recep Tayyip Erdogan, qui limoge un patron de la banque centrale turque. C'est la troisième fois en moins de 2 ans que le patron de la banque centrale turque est limogé, avec évidemment quelques secousses très turques ce matin, Frédéric, mais que peut-on dire de la situation et de la manière dont la Turquie, je ne sais pas, aborde la situation économique du pays avec une inflation à 2 chiffres ? Vous devez prendre une décision qui vous semble justifier, en l'occurrence monter les taux de 200 points de base, parce qu'effectivement l'inflation, les anticipations d'inflation menacent de déraper, vous risquez votre carrière. Donc c'est forcément un contexte d'investissement également compliqué, un contexte pour l'économie d'abord très compliqué. On ne sait pas ce qui va suivre en termes de gouvernance de la Banque centrale, de taux d'intérêt, et puis d'évolution des prix. On note, et c'est la question qu'on se pose toujours, que la contagion vers le reste du continent est pour le moment relativement limitée. Vous l'avez noté à certaines institutions financières qui sont exposées, mais effectivement également très couvertes maintenant au risque turc. Ça fait 3 fois que ça arrive en 2 ans. Donc il est logique d'avoir des couvertures en place. Il me semble que les autres formes de contagion resteront limitées. Mais d'une manière générale, on sait que maintenant la classe d'actifs pays émergents, elle est complètement hétérogène selon qu'on parle de la Turquie, de l'Argentine, de la Chine évidemment, et puis des autres pays émergents. Un point commun peut-être qu'on peut citer pour terminer, c'est qu'un dollar qui ne se déprécie plus en 2021, là où on anticipait vraiment une tendance un peu plus structurelle, ça c'est un facteur commun qui pénalise l'ensemble de la classe émergente et qui pourrait au contraire l'amener à surperformer dans une deuxième partie cette année si la dépréciation du dollar venait à reprendre. Mais dans l'ensemble, il faut regarder chaque pays de façon idiosyncratique et la Turquie est malheureusement encore un de ceux dont les vulnérabilités macroéconomiques et financières sont les plus importantes. Bon, toujours effectivement les mêmes suspects, les usual suspects sur les marchés émergents. La Turquie en fait largement
également partie avec des actifs turcs qui sont sous pression aujourd'hui avec des phénomènes de contagion relativement limités, vous l'avez dit Frédéric. Si on regarde le cas de la zone euro aujourd'hui, Frédéric, le cas de l'investissement de la zone euro, une zone qui s'enlise un peu sur tous les plans, malheureusement, sur le plan de la vaccination, qui a tort, qui a raison, c'est pas le sujet. On sait qu'on a pris un retard qu'on ne rattrapera sans doute pas. Un enlisement peut-être également autour du policy mix, qui n'est jamais franchement optimal quand il est surdimensionné peut-être aux États-Unis. Est-ce qu'il est le moment de s'interroger sur le cas d'investissement de la zone euro aujourd'hui pour le marché, Frédéric ? Avant de parler du cas d'investissement, qui à mon avis reste effectivement un cas qu'on peut défendre plus tard cette année, et peut-être que les corrections qu'on observe, dans le meilleur des cas, offrent un point d'entrée pour ces investisseurs qui croient toujours en la zone euro. Mais avant de parler de ça, le cas politique, le cas de la zone euro dans son ensemble, le cas économique, le cas de la confiance, nous sommes tous touchés évidemment par ce qui se passe en Europe. Ça commence à faire long, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a une combinaison de malchance et de mauvaises décisions dans tous les pays quasiment de la zone euro aujourd'hui qui font qu'on en est là, dans cette situation de retard qui a plutôt tendance à s'accroître plutôt que de se réduire. Et il y a beaucoup d'hypocrisie, beaucoup de difficultés et de biais de perception, puisque si vous êtes contre l'euro, en gros, pour le dire clairement, vous trouvez ici toutes les conditions réunies pour conforter votre position, alors qu'en réalité, ce n'est pas si simple en termes notamment de cette discussion la plus tendue aujourd'hui entre le Royaume-Uni et la zone euro, de possibles bans, de possibles interdictions sur les exportations de vaccins. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Le Royaume-Uni a de facto une politique de restriction et une politique de nationalisme sanitaire, si on peut l'appeler ainsi. La zone euro ne l'avait pas, été trop naïve dans son ensemble et maintenant va être accusé de l'être. Les États-Unis l'ont également, et cette fois strictement une politique de priorisation à leur marché domestique. Et on est dans cette situation vraiment désespérante. Encore une fois, la reprise n'est que décalée, elle n'est pas annulée, elle n'est pas abandonnée. Mais il faut maintenant que ce retard à la vaccination notamment se comble rapidement. Alors si c'est 3 semaines selon le commissaire européen Thierry Breton, si c'est peut-être 5 ou 6 semaines, c'est à la limite pas une différence qui est importante au point de ne pas pouvoir être comblée. C'est un retard qui peut toujours être comblé. En Italie, en France, dans d'autres pays, des mesures sont prises d'urgence. Mais il faut espérer que ce soit la dernière secousse avant cette fois une trajectoire de rouverture, parce que la saison touristique de cet été est potentiellement à risque dans le cas contraire. Est-ce qu'il y a un risque, Frédéric, que la reprise, et on aura ce moment de reprise et de rouverture évidemment en Europe, quand bien même ce moment sera décalé, est-ce que la reprise pourra être aussi forte que ce qu'on espérait, que ce qu'on a pu observer dans d'autres pays, ce grand moment d'adrénaline et de retour de la consommation, notamment dans les services, ou est-ce qu'il y a un phénomène temporel quand même qui joue, plus le temps passe, plus on évolue encore dans ces conditions de restriction, moins la reprise sera peut-être vigoureuse. Est-ce que c'est comme ça qu'on peut regarder l'équation aujourd'hui ? Moi, je suis encore persuadé que cette reprise sera extrêmement forte, qu'elle surpassera toutes les attentes parce que, quelque part, vous avez ce qu'on appelle la pent-up demand dans le jargon d'économiste. Vous avez de l'épargne forcée dans une large partie, dans la plupart des pays de la zone euro. Vous avez une capacité à investir, embaucher, consommer pour tous les acteurs de l'économie qui va rester effectivement là et qui va attendre quelque part, dormir en attendant que ça se passe. Mais ce qui est le plus frappant aujourd'hui, et je crois que ça n'a jamais été le cas dans ces proportions au sortir d'une récession, c'est que la divergence entre les dynamiques outre-Atlantique aux États-Unis, où au contraire on révise à la hausse les prévisions de croissance toutes les semaines, et à nouveau des révisions à la baisse et une douche froide supplémentaire en Europe, ça c'est quelque chose qui est absolument inédit. Et effectivement, quand on parle en économie d'hystérèse, quand on parle du marché du travail qui va subir et subir des cicatrices pendant très longtemps après cette crise, c'est quelque chose qui tend à aggraver les conséquences de long terme qu'on va observer aux États-Unis en zone euro, où on sait malheureusement que déjà le potentiel de croissance est à la traîne et beaucoup plus faible qu'aux États-Unis. Donc tout ce qui retarde cette reprise, même si elle ne la remet pas en cause, elle malheureusement pèse sur les perspectives de croissance de long terme.
Tiens, un mot des États-Unis, évidemment. Pour finir, Frédéric, on en parlait avec vous la semaine dernière. C'était un des enjeux de la réunion de politique monétaire de la Fed. Alors, la décision a été prise quelques heures après. La Fed a décidé de ne pas prolonger l'assouplissement d'un ratio réglementaire qui incombe aux banques américaines, le ratio de levier supplémentaire. On va dire, le calcul avait été assoupli déjà au plus fort de la crise en avril 2020. L'assouplissement n'est pas reconduit. Et donc, les banques américaines vont devoir réintégrer dans le calcul de ce ratio, tous les poids des treasuries et des dépôts qu'elles font auprès de la Banque centrale américaine dans le calcul de ce ratio. Comment il faut comprendre et interpréter cette décision qui paraît très technique, mais qui est importante, vous l'avez souligné plusieurs fois, Frédéric? Premièrement, ce sont les taux d'intérêt de long terme qui restent le driver principal des marchés, notamment pour la tech, le Nasdaq, mais au-delà, pour tous les marchés, à mon avis, cette année. Donc tout ce qui, malheureusement, pousse les taux à la hausse, ils ont rebaissé depuis vendredi pour des mauvaises raisons, mais cette décision de la Fed a plutôt accéléré le mouvement, est une mauvaise nouvelle dans l'immédiat. Deuxièmement, sur le fond, c'est une décision qui paraît peu justifiable de mon point de vue dans le contexte international. C'est la seule banque centrale des grandes banques centrales des pays développés qui exclut notamment les réserves des banques auprès de la Banque centrale de ce calcul de ratio qui sont pourtant par définition des actifs absolument sans risque. Donc c'est une décision discutable à laquelle le marché ne s'attendait pas complètement. Mais néanmoins la Fed est flexible et il est possible que les discussions, les négociations qui s'ouvrent débouchent en fait sur une harmonisation et un changement à nouveau de ce ratio. Et enfin ça, à mon avis, témoigne d'une fragilité, d'une vulnérabilité des marchés dans l'ensemble parce que c'est une situation et une décision extrêmement technique que quelques experts suivent de près et qui a fait complètement décaler les marchés en fin de semaine dernière. Donc on voit bien qu'effectivement on peut retrouver des excuses, des prétextes parfois pour des corrections qui, on l'espère, restent temporaires. Bon, des phénomènes techniques de plomberie, mais en ce moment la plomberie Banque centrale c'est quand même un vrai gros sujet pour les marchés et pour les investisseurs, et c'est vrai qu'on a vu vendredi les banques américaines notamment qui ont le plus souffert sur le marché à Wall Street. Merci beaucoup Frédéric Ducrozet avec nous chaque lundi à la mi-journée pour développer et analyser les enjeux de marché, stratégiste global macro chez Pictet Wealth Management. Fin de cette édition de Smart Bourse la mi-journée. On se retrouve ce soir en direct à 18h30.